le vainqueur de la première grande compétition de bodybuilding au monde, surnommé la légende, et même considéré comme un véritable dieu dans un village en Amazonie. Je parle bien évidemment de Larry Scott. Oui, Larry Scott, ce même bodybuilder qui est derrière la Scott Press. Un exercice qui lui a permis de mieux travailler ses épaules, à un tel point qu'un jeune Autrichien qui passait par là a repris cet exercice. Avec les années gagnant en popularité, il a décidé de modifier et rebaptiser l'exercice à son propre nom. Je parle bien sûr d'Arnold Schwarzenegger et de son développé Arnold. Un super exercice, certainement un de mes exercices préférés pour les épaules. Le pire exercice pour les épaules, c'est bien du développé Arnold. Le pire exercice ou le meilleur exercice au monde? Comment ça se fait que les avis divergent autant? Et surtout, pourquoi Arnold faisait cet exercice qui, avec le temps, est devenu problématique? D'après ses adeptes, le développé Arnold permet de travailler les 3 faisceaux du deltoïde. On a limite plus besoin de faire d'autres exercices d'épaule. Mais qu'est-ce qui fait que cet exercice est aussi pratique? Ça me fait penser au gel douche que je prenais quand j'étais petit, 3 en 1, même plus besoin d'acheter du shampoing. Est-ce que c'est le fait de ramener l'haltère devant en supination qui ferait toute la différence? Je me suis donc mis à faire des recherches sur ce mouvement. Et c'est tout naturellement que je suis tombé sur musculation.com. Au début du mouvement, l'avant de l'épaule fait le gros du travail. En montant les haltères, le stress est transféré sur le faisceau latéral de l'épaule, et à la fin du mouvement, bras tendus, ce sont le côté et l'arrière d'épaule qui sont mis à contribution. Pourtant, à côté de ça, je me suis intéressé aux fonctions des faisceaux du deltoïde et j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Dans Anatomie pour le mouvement, un livre que je vous recommande, voilà ce qui est dit. Le faisceau antérieur fait l'antépulsion et la rotation interne du bras, le faisceau moyen fait l'abduction du bras, et le faisceau postérieur, la rétropulsion et la rotation externe du bras. Mise en pratique avec le développé Arnold, voici ce qu'on obtient. Au départ du mouvement, rotation externe plus antépulsion du bras, donc action du faisceau postérieur et du faisceau antérieur. Puis on monte les haltères antépulsion et abduction, donc faisceau antérieur et faisceau moyen. Et pour le retour, adduction et rotation interne, donc faisceau antérieur. On est déjà loin de musculation.com avec le deltoïde postérieur qui est mis à contribution à la fin du mouvement. Mais à l'inverse, on voit qu'il intervient au début du mouvement. Pourtant, bien qu'on connaisse les fonctions des faisceaux du deltoïde, on n'est pas des Playmobil. C'est-à-dire que toutes ces actions ne se produisent pas de manière isolée. Et que surtout, les muscles travaillent de manière synergique. Par exemple, vous pouvez tester, en revenant à la position de départ, vos pecs devraient se contracter. Car le grand pectoral est aussi un muscle responsable de l'adduction. Pour le deltoïde postérieur, c'est pareil. Bien qu'en fin de mouvement, aucune de ces fonctions n'est requise, il va intervenir pour stabiliser l'épaule. Mais on reste loin d'un travail permettant de prendre du muscle. Donc oui, les 3 faisceaux du deltoïde interviennent dans le développé Arnold, mais la contribution de ces faisceaux n'a rien à voir. C'est comme si pour travailler vos triceps vous faites du développé Arnold, car on a une extension du coude. The shoulder is like this floating joint that has the ability to rotate. It's more of a waste of time, or worse, to do things like standard military press or strict press movements because the shoulder is just not designed to move like that. Voici un autre argument en faveur du développé Arnold. L'épaule est faite pour faire des rotations. Le développé Arnold est alors un mouvement plus complet que le développé halter classique. Oui, mais est-ce que faire des rotations permet de mieux hypertrophier les deltoïdes? Car ne l'oublions pas, ce qu'on recherche, c'est de muscler nos deltoïdes. Pourtant, je vous ai bien dit que le faisceau antérieur et postérieur permettait de faire la rotation interne et externe du bras. Donc quand on fait des rotations, ça devrait muscler ces faisceaux. Eh bah, je vous ai menti. Enfin, pas tout à fait. Car ce ne sont pas les muscles principaux de cette fonction. Il existe des muscles plus profonds qui sont les principaux rotateurs de l'épaule, le sous-scapulaire, l'infraépineux et le petit rond. Mais comment ça se fait que ces petits muscles jouent un aussi grand rôle par rapport au deltoïde pour la rotation de l'épaule? Si on est assez bizarre pour voir où s'insèrent ces muscles, on a une réponse. Ces petits muscles naissent tous sur l'omoplate, à l'inverse des muscles deltoïdes, surtout l'avant et le milieu. Et quand on fait des rotations avec le bras, en réalité c'est l'articulation entre l'os du bras et l'omoplate qui va bouger. Et ces petits muscles sont très proches de l'omoplate. Ainsi les muscles principaux de la rotation externe du bras sont l'infraépineux et le petit rond, et le scapulaire pour la rotation interne. Alors s'amuser à faire des rotations avec des charges trop lourdes pour ces muscles profonds ne va pas nous aider à prendre plus de deltoïdes. Mais en plus, c'est surtout inutilement dangereux. Dangereux car le supraépineux, le sous-scapulaire, l'infraépineux et le petit rond ont un rôle important de ligament actif. Ainsi, l'épaule est une articulation peu stabilisée par la forme osseuse et les attaches passives, elle est surtout maintenue par le jeu de ces muscles périarticulaires. Ce jeu peut se dérégler, c'est pourquoi l'épaule est fréquemment le siège de douleurs périarticulaire. Donc ce n'est pas un hasard si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui s'est blessé à l'épaule. Sans oublier qu'en plus, l'articulation est sursollicitée dans les mouvements de musculation. Même quand vous mettez des poids sur votre barre de squat, vous utilisez vos épaules. Et vous pouvez penser que j'abuse, mais essayez de le faire sans utiliser vos épaules. En enlevant cette articulation, tous ces mouvements seraient impossibles. Et pour cette raison, il est important justement de renforcer ces petits muscles rotateurs de l'épaule. Mais au lieu de le faire indirectement et dangereusement avec du développé Arnold, renforcez votre infraépineux en faisant des L-fly. Mais de toute façon, Arnold ne pratiquait pas cet exercice pour
pour cette raison. It's a fuller range of motion, so it's better for muscle development. Le vrai atout du développé Arnold, c'est d'avoir une plus grande amplitude pour travailler le faisceau antérieur. Et en général, pour un muscle, plus on le travaille dans une grande amplitude, mieux c'est, car il va pouvoir être mieux étiré. Mais est-il vraiment intéressant de développer à ce point son deltoïde antérieur? Car finalement, qu'est-ce qui donne l'esthétisme de nos épaules? On a d'abord ce fameux deltoïde antérieur qui va donner de l'épaisseur vers l'avant de l'épaule. Mais quand on y réfléchit, comparé au rôle du deltoïde moyen qui permet de donner de la largeur de face, c'est pas si ouf. Et comme il n'est pas possible d'élargir ses clavicules, le seul moyen de gagner en largeur est d'hypertrophier son deltoïde moyen. Donc si vous voulez éviter de ressembler à un bloc, développer en priorité le faisceau moyen est une meilleure option. Le deltoïde postérieur, quant à lui, prolonge l'épaule en arrière et donne une épaule carrée de profil. Un rôle qui ressemble au faisceau antérieur. Donc comme c'est la même chose, autant continuer à faire du développé Arnold. Si vous voulez finir votre vie déséquilibrée, alors oui, je n'ai pas peur de me mouiller en disant que vous travaillez vos pecs. Et si c'est le cas, votre deltoïde antérieur doit être déjà pas mal développé, car il intervient en partie dans tous ses mouvements. Pour le développé couché, si jamais tu as tendance à sentir les épaules sur ton bench, Pour tout vous dire, il y a même des personnes qui n'arrivent pas à sentir leur pec au développé couché, tellement leur deltoïde antérieur fait tout. Mais aussi, il n'y a pas des milliards d'exercices d'épaule. Et dans quasiment tous ces mouvements, le deltoïde antérieur est un des muscles principaux qui travaille. Et encore plus, si on ne fait pas attention à son exécution, comme aux élévations latérales. Alors que le deltoïde postérieur, pas tant que ça. A l'inverse des exos de pec qu'on fait sous toutes ses formes, on fait rarement du tirage horizontal coude ouvert avec les coudes qui partent en arrière du corps qui, eux, sollicitent l'arrière d'épaule. Contre ce déséquilibre avant-arrière, privilégiez des élévations pour le deltoïde postérieur comme l'oiseau. Et si vous voulez quand même travailler votre deltoïde antérieur, autant faire des développés classiques pour les épaules. Mais une dernière chose se cache derrière le développé Arnold, une notion qu'on ne prend jamais en compte et qui pourtant est primordial. Un message qui commence à revenir souvent sur cette chaîne, c'est la progression. Et j'insiste autant dessus car c'est un facteur indispensable pour la prise de muscle. Mais pourtant, la progression possède un ennemi. Un ennemi redoutable qui est le manque de repères. Car sans repères, comment savoir qu'on a progressé d'une séance à une autre? Rajouter 2,5 kg au développé couché c'est bien, mais si c'est un nombre de répétitions et de séries différents, est-ce que c'est toujours la même performance? Pour quantifier sa progression et son niveau, les repères sont indispensables. Prenons par exemple deux personnes qui font 4 séries de 10 tractions. Seulement, une personne arrive à les faire avec 1 minute de repos entre chaque série, et l'autre avec 3 minutes de repos. Et ben il y a de fortes chances que la première personne soit plus musclée, plus forte ou plus endurante. Et vous pouvez penser que je ne suis qu'un maniaque, mais est-ce que je suis le seul qui a été déstabilisé pendant sa série parce que la musique que j'étais en train d'écouter a changé brusquement? Alors pour le développé Arnold, comment savoir que je me suis amélioré si j'ai pris plus de temps à tourner l'haltère parce que c'était plus lourd? Et finalement, comme c'est un exercice où il faut s'appliquer techniquement car il est dangereux, on ne va jamais réellement forcer et mettre lourd, sachant que c'est un passe-droit obligatoire si on veut progresser. Donc pour savoir que vous êtes sur le bon chemin, basez-vous sur des repères solides. Un arbre sans racines ne peut pas grandir, de même, une personne sans fondation solide ne peut pas progresser. Malcolm X. Alors oui, Arnold n'a pas inventé le meilleur exercice d'épaule. Et pourtant, son physique restera gravé à jamais dans l'esprit des gens. Était-ce grâce aux produits dopants? Peut-être, mais tous les bodybuilders de l'époque se dopaient aussi. Était-ce grâce à sa génétique? Peut-être, mais comparé à ses concurrents, sa génétique n'était pas si exceptionnelle. Alors était-ce grâce à un exercice magique? Comme nous venons de le voir, pas tellement. Mais au fond de nous, nous savons pourquoi. Car qui d'autre que lui se levait à 6 h tous les jours pour travailler toute la journée, et en plus, avec le sourire. Et vous, à quelle heure avez-vous choisi de vous lever aujourd'hui? Contre ce déséquilibre